Cela m'est arrivé il y a plus de 20 ans, pendant ma toute première année à la radio, à Clear Channel Shreveport, en Louisiane. J'étais dans ma vingtaine, je travaillais à temps partiel comme opérateur technique et assistant de promotion pour plusieurs stations du bâtiment, et je faisais aussi des nuits le week-end en tant que DJ sur Rock 99, également connu sous le nom de 99X K-Tux FM. L'un des événements annuels auxquels notre groupe de stations participait était l'Euphoria sur le lac Cross. À l'été 2002, notre station rock avait un partenariat avec un concessionnaire de bateaux local, ce qui nous permettait d'emprunter 2 de leurs embarcations, une barge de fête et un petit bateau à moteur, pour les utiliser durant l'événement. C'était un samedi presque parfait pour être sur l'eau. Le soleil brillait, il y avait pas mal de vent, et les bateaux fendaient la surface du lac dans tous les sens. Tout ça, combiné au vent, créait des vagues plus fortes que d'habitude. On était environ 6 sur la barge de fête, avec 2 autres collègues qui naviguaient sur le petit bateau. L'une des épouses des DJ portait un chapeau de paille marron pour se protéger du soleil. Au milieu du lac, une rafale l'a emporté. On a arrêté la barge pour essayer de le récupérer, mais il était déjà trop loin. Sans réfléchir, j'ai retiré ma chemise et mes chaussures et j'ai plongé à l'eau sans gilet de sauvetage. Nager jusqu'au chapeau, c'était la partie facile. Mais ce sentiment de victoire a vite laissé place à la panique. La barge n'était qu'à quelques mètres, et par temps calme, j'aurais pu y retourner sans souci. Mais entre les vagues et le vent, je n'y arrivais pas, peu importe mes efforts. J'ai vite abandonné l'idée de récupérer le chapeau, car maintenant, je me battais juste pour survivre. C'est une terreur particulière, ce genre de moment où tu te débats dans l'eau en sachant que si tu t'arrêtes, tu meurs. Au début, tout le monde sur la barge pensait que je faisais le clown. Ils riaient. Mais ils ont vite compris que les vagues m'emportaient malgré moi. Notre directeur de programme, qui deviendrait plus tard l'un de mes meilleurs amis, a essayé de me lancer une bouée. Mais le vent l'a déviée, hors de ma portée. Le peu d'espoir qu'il me restait s'est envolé avec elle. Ils ont tenté de rapprocher la barge, mais ce n'est pas un engin fait pour ça. Et celui qui la pilotait n'était clairement pas un expert. Quand j'ai réalisé que je ne pourrais pas retourner à bord, j'ai utilisé le peu d'énergie qu'il me restait pour garder la tête hors de l'eau. Heureusement, on avait des portables, et le directeur de programme a réussi à appeler le petit bateau. Le problème, c'est qu'ils étaient à l'autre bout du lac. Je devais donc tenir bon. Ces quelques minutes à lutter pour ne pas couler m'ont paru des heures. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu une vraie peur de mourir. Je sais que ça peut paraître fou, mais j'avais presque l'impression de sentir la mort me frôler. Quand t'es jeune, tu crois que la vie est devant toi, que tout ne fait que commencer, et tu réalises qu'elle peut se terminer brutalement juste à cause d'un chapeau de paille. Le petit bateau est finalement arrivé juste avant que je perde connaissance. Un autre DJ m'a tiré hors de l'eau. Allongé sur le sol du bateau, le soleil sur le visage, j'ai ressenti un soulagement incroyable. J'étais trempé, épuisé, tout le corps endolori. J'avais frôlé la mort, et j'étais devenu un homme un peu plus sage. Rien ne te fait autant apprécier la vie qu'un moment où tu as failli la perdre. Depuis, peu importe où je nage, lac, rivière ou océan, je porte toujours un gilet de sauvetage. Et pour finir sur une note ironique, celui qui m'a sorti de l'eau, c'était le mari de la femme à qui appartenait le fameux chapeau. C'est l'une des expériences les plus flippantes et inexpliquées que j'ai jamais vécues. Et même aujourd'hui, en y repensant, j'ai encore ce sentiment dérangeant qui me colle à la peau. Bref, je me lance. Un groupe d'amis et moi, tous dans la vingtaine, avions loué une maison près d'un lac pour passer un week-end de fête. Du vendredi soir au samedi matin, on s'était vraiment lâché, entre alcool et viré sur le lac. Mais le samedi après-midi, la gueule de bois générale nous a calmés. On s'est dit que ce soir-là, ce serait sans alcool. Peut-être un petit joint, mais rien de plus. On voulait juste se détendre. Vers 21h, certains étaient à l'intérieur de la maison, et 5 d'entre nous étaient dehors. À l'étage, une terrasse donnait sur la forêt environnante. On ne voyait pas le lac de là, mais il n'était qu'à quelques minutes à pied. Je précise qu'à notre arrivée,
On avait déjà ressenti une ambiance un peu bizarre avec les locaux. Des gens du coin, typiquement ruraux, qui semblaient moyennement ravis de voir des étrangers venir s'amuser près de chez eux. Cela dit, entre le village et le lac, il y avait assez de distance pour qu'on ne gêne vraiment personne. 3 amis étaient sur la terrasse du haut, dont mon frère. Moi, j'étais assis avec un pote à une petite table en bois près de la lisière de la forêt. La nuit était paisible, jusqu'à ce qu'un malaise étrange nous saisisse. Tellement fort qu'on s'est interrompu, fixant la forêt dans le silence. Puis, on a entendu un chant étrange et inquiétant. Impossible de savoir d'où ça venait précisément, mais on aurait dit que les sons se propageaient à travers les arbres. Toutes les voix étaient masculines, puissantes, parfaitement synchronisées. On est resté figé au moins 20 secondes, puis j'ai craqué. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru vers la maison, mon pote juste derrière. Je ne peux même pas décrire ce que j'ai ressenti avec ce chant, mais ça transpirait le mal. En arrivant sur la terrasse du 2e étage pour rejoindre les autres, je tremblais. Et pile à ce moment, le chant s'est arrêté. « Vous avez entendu ça ?» ai-je demandé. Avant même que quelqu'un ne puisse répondre, le chant a repris. À présent, nous étions 5 à scruter la forêt, tendus comme des cordes. Le chant semblait parfois très lointain, puis se rapprochait soudainement. On ne comprenait pas les paroles, c'était peut-être une langue étrangère. Soudain, un bruit métallique énorme a retenti, comme si quelqu'un frappait sur une immense plaque d'acier. Et là, le pire. Un homme s'est mis à hurler de douleur. Un cri a glacé le sang. Tous les poils de mon corps se sont dressés. C'était dégoûtant. Mon frère et moi nous sommes regardés, choqués, écœurés. Le cri s'est arrêté et le chant a recommencé. Quand tout s'est enfin calmé, l'un de nos amis a suggéré que c'était juste des mecs bourrés qui essayaient de nous faire peur. Mais c'était impossible. Ces voix, elles étaient trop synchronisées. Et ce hurlement, on aurait dit que quelqu'un était torturé. Et surtout, il y avait cette atmosphère pesante, cette tension qu'on ne pouvait pas ignorer. Quelque chose de profondément malsain se passait quelque part dans cette forêt. Ce n'était pas tout près, mais assez proche pour qu'on entende tout distinctement. Un des gars a proposé d'aller jeter un œil, autant dire qu'il s'est fait rembarrer. Avec le recul, je regrette qu'on n'ait pas appelé la police. Mais le bois autour du lac était immense, ça aurait pu venir de n'importe où. Le lendemain matin, j'étais soulagé de quitter cet endroit. Rien que de repenser à cette nuit me file encore la chair de poule. Peu importe ce que c'était, ça n'avait rien de normal. C'était mauvais, profondément mauvais. C'est une histoire assez lourde et elle va sans doute sembler invraisemblable. Pourtant, tout est vrai. Je peux même fournir des articles de presse qui confirment les faits. Tout a commencé durant l'été 2021. Je travaillais comme maître nageur sur une petite plage appelée Adams Point Beach, près du lac Coenty, dans l'État de New York. Pour être honnête, je n'aimais pas vraiment ce boulot. C'était juste un moyen de gagner un peu d'argent. Le seul point positif, c'est que je m'étais lié d'amitié avec certains collègues. À cela s'ajoutait une situation compliquée à la maison. Je vivais avec mes parents dans une maison près du lac, et ils se disputaient presque tous les soirs. L'ambiance y était toxique. À un moment, j'ai même cumulé 2 emplois pour fuir cette atmosphère. 1 an après mon embauche, mon patron m'a rétrogradé au rang de sous-maître nageur. Il m'a sorti une excuse bidon et ça m'a mis hors de moi. Je ne pouvais plus travailler avec mes amis. Avance rapide jusqu'à août 2022. On m'a appelé pour remplacer un collègue absent. En temps normal, il y a 3 maîtres nageurs sur ce créneau. Mais ce jour-là, nous étions en sous-effectif. Tout avait commencé normalement. On faisait des rotations toutes les 30 minutes sur la chaise de surveillance. Une dizaine de minutes après avoir été relevé, alors que j'étais dans la salle de repos avec mon téléphone, j'ai entendu des cris dehors. Je ne comprenais pas ce qui se passait, alors je me suis précipité à l'extérieur. Ce que j'ai vu ce jour-là restera gravé dans ma mémoire à jamais.
Un maître nageur, accompagné de 4 personnes, portait une femme sur une planche de sauvetage. L'une de ses jambes était gravement blessée, presque arrachée. La vision m'a donné la nausée, mais j'ai dû aider malgré tout. C'était mon travail. Je l'ai aidé à porter la planche, la tête détournée parce que c'était trop insoutenable à regarder. On a posé la planche près d'un cabanon. Heureusement, les secours avaient déjà été appelés et sont arrivés peu après. La femme a été évacuée par hélicoptère vers l'hôpital. Plus tard, j'ai demandé à un témoin ce qui s'était passé. Il m'a raconté qu'un gars dans un bateau à moteur n'avait pas regardé où il allait. Plusieurs personnes lui ont crié de ralentir, mais il n'a rien écouté. Il a percuté la femme et s'est enfui. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai demandé à quoi ressemblait le bateau. Il m'a dit que c'était un de ces jetboats bleus. Et là, mon monde s'est écroulé. Je ne connaissais qu'une seule personne possédant un bateau de ce type. Mon propre père. Tout est devenu flou, puis noir. Je me suis réveillé. 2 personnes à mes côtés me demandaient si j'allais bien. Oui, c'est juste que j'ai jamais vu une jambe dans cet état. Faut que j'aille boire un peu d'eau. Mon patron est arrivé peu après et a dit à tout le monde de rentrer chez soi. J'ai pris la voiture et en 5 minutes, j'étais chez moi. En arrivant, j'ai vu mon père faire les 100 pas, nerveux, à travers la fenêtre de la cuisine. L'idée de le dénoncer m'a traversé l'esprit, mais j'étais tellement bouleversé que j'ai foncé dans la maison et explosé sur lui. « T'as percuté cette pauvre femme et t'as fui comme un lâche, espèce de... » Il n'osait même pas me regarder. J'étais en plein délire d'adrénaline. Je l'ai poussé, puis j'ai commencé à le frapper. 1, 2, 3 fois, jusqu'à ce qu'il craque. Il m'a frappé si fort que je suis tombé par terre, les oreilles sifflantes. « Peu importe ce que t'as fait, t'as pas le droit de me toucher. Tu restes là, t'as compris ?» Puis il est sorti en courant. Je suis resté là en larmes. Comme je l'ai dit au début, ma relation avec mon père n'a jamais été bonne. Mais là, il avait franchi un point de non-retour. On n'a jamais été proches, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse faire un truc pareil. Je ne connais pas tous les détails, mais aucune charge n'a été jamais retenue contre lui. Je ne sais pas comment il s'en est sorti. Pas d'arrestation, pas de procès, rien dans les journaux. J'imagine que ça a été classé comme un accident et qu'il a trouvé un arrangement avec la victime. Je me souviens que ma mère est allée la voir à l'hôpital. Elle m'a dit que la femme avait survécu, mais qu'on avait dû lui amputer la jambe. J'étais soulagé, mais en même temps effondré. Mon père ne s'est pas contenté de fuir le lieu de l'accident. Il a aussi fui sa propre famille. On ne l'a jamais revu. Je ne rentrerai pas trop dans tous les détails, mais disons que l'accident n'a été que la goutte de trop. J'ai quitté mon poste de maître nageur peu après. Ça devenait trop traumatisant. J'ai même commencé à faire des cauchemars toutes les nuits. C'était si intense que j'ai dû consulter un psy 3 fois par semaine. Je vais un peu mieux aujourd'hui, mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et j'aimerais pouvoir dire que c'est la fin de l'histoire. Mais non. On passe à juillet de cette année. Je vis toujours avec ma mère au bord du lac Wenchi. Mon père est parti depuis un moment et on tente de reconstruire notre vie. Un soir, vers 19h, j'avais besoin d'air. J'ai décidé de partir faire du kayak. Je suis allé vers une zone peu profonde du lac et je comptais m'arrêter un moment sur la plage pour me reposer avant de rentrer. En m'approchant de la plage, je fixais l'eau juste sous mon kayak. Quelque chose me paraissait étrange. La nuit commençait à tomber. J'avais une lampe fixée au kayak, mais je préférais économiser la batterie, connaissant bien le chemin. Puis, ma pagaie a heurté quelque chose. J'ai d'abord cru que c'était un rocher, mais je connaissais cette partie du lac par cœur et il n'y a pas de rocher à cet endroit. J'ai donc sorti ma lampe torche, je l'ai allumée, et là, je vous jure sur ma vie, j'ai vu le corps d'une vieille femme flotter dans l'eau. J'ai poussé un cri strident, un hurlement. J'ai immédiatement pagayé vers le rivage, le cœur au bord des lèvres. En arrivant sur la plage, j'ai traîné mon kayak jusqu'à l'herbe et j'ai vomi au moins 5 fois. Heureusement, j'avais mon téléphone sur moi.
J'ai appelé le 911 aussitôt. 10 minutes plus tard, 7 voitures de police arrivaient. La victime était une femme de 71 ans, originaire de New Lebanon. Selon les autorités, elle était là environ depuis 4 heures quand je l'ai trouvée. D'après les articles que j'ai lus, on dit qu'un maître nageur a découvert le corps. Je n'ai jamais parlé à un journaliste, mais j'imagine qu'il parle de moi, même si je n'étais plus maître nageur à ce moment-là. Ces dernières années ont été éprouvantes. J'espérais que, après la pandémie, ma famille pourrait repartir sur de meilleures bases. Mais entre l'accident de bateau, la fuite de mon père et cette découverte macabre, on peut dire que ce n'est pas exactement le cas. Je vis toujours avec ma mère au bord du lac Wenchi, mais j'espère qu'un jour, on pourra tous les deux tourner la page et laisser derrière nous tous ces souvenirs terribles. Je vis dans le nord de la Colombie-Britannique au Canada. Il y a quelques années, un ami m'a invité à l'accompagner, lui, sa mère et sa sœur, dans un resort situé au bord d'un lac, à environ 1h30 de route de la ville. C'était à la fin juin, début juillet. On appelait ça un resort, mais c'était plutôt une sorte de cabane en pleine forêt. Il y avait un bâtiment principal en rondin pour l'accueil, avec un restaurant, quelques cabanes et un espace au bord du lac pour les camping-cars. Depuis la route principale, on tournait pour monter jusqu'au lot de cabanes et au bâtiment principal. À droite de l'autoroute, il n'y avait que de la forêt, à perte de vue, comme dans tout le secteur autour. Il y avait bien quelques maisons autour du lac, mais hors week-end prolongé, il n'y avait pas grand monde là-bas. L'espace des cabanes et celui des camping-cars étaient séparés. Le bâtiment principal se trouvait à 5 à 8 minutes de marche, en montant un chemin en spirale. Un peu au-delà de ce bâtiment, on tombait sur une clairière avec quelques tables. Et à environ 15 mètres dans les bois derrière les tables, on voyait 2 petites lagunes, entourées d'un vieux grillage. En arrivant, on a vidé la voiture, pris nos repères dans la cabane, plutôt sympa d'ailleurs, puis on est sorti pour explorer un peu les environs. Rien de très intéressant le premier jour, on n'a pas été très loin avant que la nuit tombe. Le lendemain, il faisait gris et il pleuvait, ce qui en fait nous arrangeait. Ça voulait dire moins de monde au resort, donc plus de liberté pour nous. On a exploré les alentours du lac et des cabanes plus en détail, puis on est remonté vers la clairière avec les tables. Elles étaient complètement envahies d'herbes et de mauvaises herbes, comme si personne ne s'était assis là depuis des lustres. En observant les environs, j'ai remarqué un espace dégagé dans les bois, à une 50aine de pieds, environ 15 mètres. On a glissé dans une sorte de fossé, à environ 2 mètres de dénivelé, puis on a traversé les broussailles pour arriver à cette zone. C'est là qu'on a vu ce qu'on pense être des lagunes artificielles, entourées de grillages. On a fait le tour, exploré un peu, puis on est retourné à la cabane car il était l'heure de dîner. Le jour suivant, on est retourné dans cette zone des tables avec l'intention de retourner près des lagunes. Mais avant même de redescendre dans le fossé, on s'est arrêté net à cause d'un bruit. On a entendu 2 brindilles se briser au sol, pile dans l'espace des lagunes, exactement là où on était passé la veille. On est resté là une dizaine de minutes à écouter, jusqu'à ressentir une vraie peur viscérale, comme si un ours ou un autre animal sauvage rôdait tout près. On a préféré rentrer à la cabane et on a passé la soirée à jouer au poker. En discutant de tout ça, on s'est mis à en rire, pensant que ça devait être juste un animal ou des lapins dans le coin. Le lendemain, il pleuvait encore plus fort et le ciel était bien plus sombre que les jours précédents. On avait prévu de retourner aux lagunes plus tard, mais pour commencer, on est allé traîner dans une zone boisée moyenne près des cabanes. On s'amusait à casser de grosses branches contre les arbres, quand tout à coup, on a entendu quelqu'un ou quelque chose faire la même chose à environ 60 mètres devant nous. Le son se répercutait étrangement, donc c'était dur de juger la distance exacte, mais c'était loin et droit devant. Au début, on a cru à un écho, mais après plusieurs essais, on a compris que non. Quelqu'un ou quelque chose nous imitait. On aurait pu laisser passer ça, sauf que ce qui nous a frappé, c'est l'endroit. Cette partie des bois était très éloignée des cabanes et très peu fréquentée, surtout sous la pluie et avec si peu de monde au resort. C'était bizarre que quelqu'un soit là.
On a préféré quitter la zone en prévoyant d'y revenir plus tard. Dans la soirée, on est retourné vers les lagunes. On a écouté quelques minutes, pas un bruit. On a pensé que c'était effectivement juste une bête sauvage la veille. Mais moins de 5 minutes après être arrivé, j'ai dit à mon ami de ne plus bouger. On a tous les deux écouté. Et là, on a de nouveau entendu des pas. Sauf que cette fois, ils devenaient plus forts, plus rapides. Et ce même sentiment de terreur sourde nous a envahis. On a détalé, terrifiés. On a couru jusqu'à la cabane sans se retourner. Plus tard, on est retourné à la clairière où on avait entendu les bruits de branches. On a refait nos bruits contre les arbres, mais aucune réponse cette fois-ci. Puis, alors que je me retournais vers la gauche, quelque chose m'a attiré l'œil. Il y avait une silhouette humaine derrière un arbre, et je l'ai vue se baisser rapidement, comme si elle avait vu que je l'avais repérée. J'ai failli crier, mais je me suis retenu. Et j'ai dit tout bas à mon ami qu'on devait se barrer tout de suite. On a sprinté jusqu'à la cabane sans nous arrêter. Cette nuit-là, dans la mezzanine où on dormait, on a reparlé de tout ça. L'endroit où j'ai vu cette personne, c'était exactement là où on avait entendu les bruits d'imitation plus tôt. Et les 2 jours, près des lagunes, on avait entendu des pas autour de nous. C'était trop de coïncidences pour croire qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un qui nous observait, voire nous suivait à chacun de nos déplacements. C'était très dérangeant. D'autant plus que chaque jour, il faisait moche et pluvieux, et qu'il n'y avait presque personne au resort. On est parti le lendemain, notre séjour était terminé, et j'étais soulagé de ne plus avoir à rester dans ce coin constamment épié.